Ça, là, c'est pas Non, C'est pas en relâche. non, pas cette. Ben, en C'est fait, prochain. 2 jours. Ouais. Ça reste ouvert. Ouais, on souhaite partir 4 jours même. Ouais. Ah ouais? Vraiment. OK. Moi, ça va être l'autre fin de semaine. Oui. Ouais. Printemps. Le printemps. Moi, je suis une fille du printemps. Hein. Tu sais quoi Ouais. faire? Est-ce que tu sais Ben, toi, t'es comme un rayon de soleil, j'imagine. Ben, c'est moi, ma fête, c'est le 8 avril. Ça va être l'autre fin de semaine. Tu sais, je te dis ça comme ça, là. Si jamais tu voulais m'acheter un cadeau ou tu voulais. Je vais faire. Je vais faire les partages présentement pour ceux qui voudraient nous écouter. Pour ceux qui veulent nous poser des questions. Bien sûr. Fait que c'est ça, fait que tu vas aller. J'imagine que ta mère est toujours contente de vous voir débarquer. Hein? Oui, ah oui. Ça. Elle est contente de voir les enfants, surtout. C'est ça que tu disais l'autre fois. Ouais. Tu peux va sur notre page pour pouvoir le partager sur la page de la clinique parce que visiblement, moi, j'ai pas accès. Je peux pas le partager directement. L'agenda de Dominique. OK. Je fais ici signaler plus d'options. Non, tu fais juste partager. Tu veux-tu que j'aille te. Oui. Ouais. Partager. Non, je le vois ici. Là. Tu le vois? Partager sur une page. Publier. Oui. Parfait. Fait que tu peux retourner sur la page de la clinique puis tu vas pouvoir. Et je te confirme que ça a été partagé. Ça a été fait en bonne et due forme. Super. Bon midi à tous, bienvenue à votre rendez-vous avec le psy. Je suis Dominique Bélanger, toujours un plaisir de vous retrouver. Moi, j'attends le vendredi midi avec impatience et je vous présente mon co-animateur Hugues Simard, psychologue, propriétaire de la clinique de psychologie de Québec. Bonjour Hugues. Bonjour Dominique. Comment ça va? Ça va bien? T'as-tu bien dormi? Pas si mal. Pas si mal. Bon. Aujourd'hui, on a un sujet qui va susciter beaucoup d'intérêt parce que d'abord, on n'est peut-être pas en accord sur Ouais. tous les points. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Ben, une chance. Donc, notre choix, c'est comment faire le bon choix amoureux. Donc, vous pouvez nous écrire sur notre page à l'agenda de Dominique, mais aussi communiquer avec nous par téléphone au 88 681 6009. 681 6009. On va prendre vos appels. On a aussi un invité. Oui. Un invité, Hugues, docteur Paul Simard, psychologue. Oui. Psychologue de couple. Oui. Donc, il va joindre à nous un petit peu plus tard dans l'émission. Oui. Il va nous parler de la rencontre amoureuse. De la rencontre. Mm. Restez là. Tout de suite après cette courte pause, on commence à discuter du sujet comment faire le bon choix amoureux. Je ne le vois pas. Vous me partagez. Alors, Hugues, le sujet de ce midi, comment faire le bon choix amoureux? Moi, j'aurais le goût de demander aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, est-ce que vous avez su comment faire le bon choix amoureux? Si oui, communiquez avec nous. Écrivez-nous ou encore, appelez-nous 88 681 6009 pour nous dire si vous l'avez fait le bon choix, puis si ça perdure encore après tant d'années. Moi, Hugues, j'aurais le goût de te poser la question, toi, est-ce que tu as fait le bon choix amoureux? Est-ce que tu as été en mesure de bien faire, de faire un bon choix?
Ben, c'est embêtant de dire non, hein, on écoute l'émission. Non, mais oui, je pense que je suis complètement convaincu que j'ai fait le bon choix. C'est un choix que, en fait, je ne peux pas prédire que c'est un choix que, je pense qu'une relation, ça s'entretient au jour le jour. Mais j'ai quelqu'un qui, en fait, mon choix amoureux, je l'ai basé sur quelque chose qui me tenait à cœur. C'est est-ce que la personne est capable de s'améliorer ou est capable Parce qu'un couple, je vois ça comme une relation qui évolue, dans laquelle on a tout le temps des choses à ajuster. Puis mon critère à moi, c'était est-ce que je voulais me trouver une personne qui était prête à faire ce voyage-là en étant capable de se remettre en question, en étant capable de mettre de l'eau dans son vin. Ben, de l'eau dans son vin, puis d'accepter qu'on aura des affaires à construire en cours de route. Fait que jusqu'à maintenant, je peux dire que je suis content parce que c'est ça se produit. Est-ce que tu avais fait une liste de critères, c'est-à-dire la prochaine femme, la fille idéale, ou la mère idéale, souvent, oui. que ce soit on voit ça surtout chez la femme. Oui. Surtout, souvent, on va l'entendre nous dire, moi, là, c'est l'homme que j'aimerais qu'il soit le père de mes enfants. Oui. Bon, moi, tout de suite, je me dis, est-ce que un bon père pour tes enfants est nécessairement un bon amoureux pour toi? Mm. Dans ma tête à moi, ça peut être des critères qui sont différents. Est-ce que toi, tu avais déjà fait une liste puis tu t'es dit, après 2, 3 filles que tu avais rencontrées, tu t'es dit, hey là, moi, je me referais plus prendre, là. Pourquoi j'ai toujours le même style de fille? Est-ce que tu avais eu des relations qui avaient moins bien fonctionné avant de rencontrer la Ben oui, certainement. J'ai rencontré quand même ma conjointe, j'avais 33 ans. Donc, j'avais quand même eu mon lot de rupture. Ben oui, à 33, ouais, j'espère, 33 ans quand même. Mais Dominique. C'est ça. Non, à 33 ans. Mais oui, j'ai fait des listes. Je pense un peu comme tout le monde, de se projeter dans un idéal, d'avoir le goût d'avoir la femme de rêve. Oui, j'ai fait des listes. Est-ce que je m'en suis tenu à ma liste? Non. Mais j'en ai déjà fait, effectivement. Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui viennent te voir ou qui consultent et disent, moi là, je veux savoir pourquoi je rencontre toujours le même type de personne. Pourquoi ils sont toujours attirés ou ils sont toujours en couple avec le même genre de personne. Puis, dans le fond, qu'ils savent que... Ils retournent toujours, ouais, en fait... Qu'est-ce qui fait qu'on retourne vers ce genre de personnes? C'est une question qui mérite d'être répondue plus en psychothérapie, là, mais généralement, on va retourner vers les personnes je sais pas, Dominique, c'est une question que tu me poses que j'aurais de la difficulté à répondre sans avoir fait un choix, un approfondissement sur une personne en particulier. Je pense que ça peut être différent pour chaque personne. Mais ça peut être l'attirance, un type de personne qui nous convient. On en a des psychologues qui vont parler d'un patterns au niveau de la relation paternelle qui n'est pas réglée. Il y en a qui vont parler d'un conflit interne qui n'est pas réglé. Je veux dire, il y a tellement d'options pour répondre à cette question-là que j'aime mieux pas me lancer. Je pense que la personne elle-même, et je pense que tu m'amènes sur une piste, Dominique, parce que je pense que pour y répondre, faut s'y intéresser. Moi, il faut s'intéresser à ce qu'on a vécu. Oui. Parce que, dans le fond, les fameuses, là, ce qu'on veut pas. Oui. Puis, qu'est-ce qui fait que ça me ramène toujours là? Puis, de prendre un temps d'arrêt puis de faire un peu d'introspection. C'est un peu ce que moi, je pense qui est utile quand on veut faire un bon choix amoureux. C'est vraiment d'apprendre à bien se connaître. Puis, bien se connaître, c'est la clé pour savoir comment je suis en relation, qu'est-ce qui est important pour moi, comment je souhaite vivre une relation, mes attentes par rapport à cette relation-là, plutôt que juste mes attentes par rapport à l'autre personne, mon idéal, ma liste, mon rêve. C'est là qu'on peut justement avoir les réponses à ta question. Parce que quelqu'un qui est en relation à plusieurs reprises pendant un certain temps et qui ne prend pas le temps de prendre du temps pour lui, à la limite de vivre là peut-être... 1 an seul. Oui. Moi, je trouve en tout cas que moi, c'est ce que je voulais faire après ma première séparation. Puis finalement, la vie, parce qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais la vie m'a amené à rencontrer quelqu'un
Puis ça a été instantané, mais j'allais pas à cet endroit-là pour rencontrer quelqu'un. Ouais. Pas du tout, c'était loin dans mes pensées parce que moi, je voulais vraiment faire une introspection sur moi, qu'est-ce que je voulais plus, Ouais. puis m'assurer que la prochaine personne qui rentrerait dans ma vie soit la bonne. Ouais. Puis encore là, soit la bonne, tu sais. En tout cas, Est-ce que... donner des chances en étant... Ouais. Ouais. Fait que toi, t'es pour ça, que la personne, après une séparation, prenne le temps. Ben moi, en fait, je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut se faire d'être seul, Absolument. d'apprendre à vivre seul, c'est un cadeau. Et en tout cas, moi, que je me suis fait, là, que 2 ans, t'es 2 ans seul, célibataire, avant de rencontrer la conjointe que j'ai actuellement. Puis, c'est le fun de vivre seul parce que tu te connais beaucoup plus. Tu peux, si t'es marabout le matin, tu peux pas mettre ça sur la faute de personne, t'es toute seule. Puis, si ça traîne dans la maison, ben, c'est toi qui es traîneux, c'est pas les autres. Fait que t'apprends à te connaître, t'apprends à t'apprivoiser, t'apprends à apprivoiser aussi ton monde intérieur. C'est à ce moment-là que tu peux découvrir, justement, à partir de ton monde intérieur, comment toi t'es avec toi-même. Ben, quand tu rencontres une autre personne, ben, t'es capable d'avoir des points de repère. Est-ce que je suis aussi confortable? Est-ce que je suis bien? Parce que le fait de ne pas être capable d'être seul, qu'est-ce que ça va nous amener? Ça va nous amener à trouver des gens. Parce on pourrait parler de dépendance affective, mais on pourrait parler de la peur, de la solitude. On va forcer une relation où on va faire des choix qui ne seront pas nécessairement centrés sur ce qui est important pour nous, mais plus pour éviter d'être seul. Puis on a déjà parlé dans une autre chronique, le fait d'être seul majoritairement, mais aussi pour les femmes, c'est quelque chose qui peut être mal vu socialement. Fait que là, on va forcer. Puis ce que j'observe aussi, c'est quand les gens sont seuls, puis ça, je l'observe en clinique, les gens sont seuls, mais ils ne sont pas dans le processus de réflexion. Ils ne sont pas dans le processus de qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce qui m'habite, puis qu'est-ce qui est présent. Ils sont dans une espèce d'obsession de trouver l'homme idéal ou de ne pas se tromper. Puis à partir de là, ben, ils se coupent d'une partie importante de leur information. Donc, Dominique, moi j'ai l'information que notre invité est arrivé. Bonjour, Monsieur Simard. Dr. Paul Simard, psychologue. Bon midi, Monsieur Simard. Bon midi, merci de me recevoir. Ben, écoutez, c'est un plaisir pour nous. Donc, on poursuit notre discussion, mais je tiens à préciser que vous êtes psychologue de couple. Donc, vous travaillez beaucoup avec les couples, donc c'est un sujet qui va... Oui, individuel, couple et groupe aussi. Étant donné que le thème des habiletés relationnelles et puis de l'intimité, c'est quelque chose qui se travaille dans n'importe quelle relation. Ouais. Mais moi, je l'aborde aussi dans les rencontres individuelles, mais aussi dans les groupes. D'accord. Alors, on va poursuivre notre discussion. On était en début de discussion, en début d'émission. Et juste pour vous dire, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va nécessairement être porté à écrire des critères, à faire des critères, à élaborer des critères pour choisir ou en tout cas, du moins, trouver un amoureux. Moi, je crois aux âmes sœurs, alors que mon ami Hugues n'y croit pas. Vous, M. Simard, est-ce que vous y croyez? Mais moi, je pense que l'âme sœur, on va le savoir peut-être la seconde avant de mourir, c'était qui notre âme sœur. Parce que l'intimité, ça peut se renouveler constamment. On peut faire des découvertes, des émerveillements qui peuvent arriver à la dernière seconde de la vie encore. Donc, de penser qu'on n'en a qu'un seul et il est passé, ça nous contraint à une vie assez triste, je trouve. Ouais. Mais on peut avoir deux personnes, un couple, deux personnes qui se rencontrent, qui vont devenir un couple. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des âmes qui se retrouvent quand on n'a pas à se parler, qu'on se comprend, que c'est facile? Mm-hmm. Mais le thème des âmes, on pourrait dire, c'est pas quelque chose qui appartient au monde de la psychologie. Oui, c'est ça, Dominique. Non, c'est pas consulté avant. Mais c'est sûr que nous, on a les obligations déontologiques de suivre les lignes directrices qui sont généralement reconnues ou des données probantes scientifiques. Donc, on aborde la question sous cet angle-là de comment on peut s'assurer qu'on valorise une rencontre qui est respectueuse, qui suit des frontières claires, mais qui peuvent être extrêmement fragiles et très intimes. Ouais. Des modes relationnels sains, c'est un peu les barèmes qu'on va suivre. Là. Exactement. Ouais. Avant que vous pouvez vous mettre à l'aise. Hein, je suis. Oui, OK. Parce que là, vous êtes arrivé comme un petit cheveu à ça. Le prochain point, c'est découvrir ce qui compte réellement pour vous.
Et bon, on disait que le partenaire, le choix du partenaire de notre vie, c'est une décision, sinon la plus importante, là, une des plus importantes qu'on va prendre dans notre vie. Bon, moi, j'aurais tendance à vous demander, à vous deux, est-ce que c'est réalisable de penser qu'on peut choisir selon des critères, rencontré un conjoint et que ce soit le conjoint parfait? Oh, je te laisse commencer, Paul. Moi, j'adore ça, ce sujet-là. Parce que Moi, je m'ennuie. sur ma page Facebook, moi, je parle de ça pendant des 45 minutes de fil. Là, mais je vous dirais que le thème du choix, c'est pas un choix qui se fait de manière rationnelle, bien souvent. C'est un choix qui est très subjectif, qui est influencé par plein de choses. Ça peut être un élan passionnel, tout comme tout d'un coup, je découvre le secret, un petit secret de notre intimité qui est merveilleux. Donc, de penser qu'on peut faire un choix conscient, qui sera clair et qui servira à... Et voilà, c'est clair que c'est le conjoint parfait. Moi, je pense que c'est difficile, là, parce que le mot ça parfait... dure pas longtemps, parfait, là, moi, je trouve, là, que le conjoint parfait, c'est dur, parfait. En tout cas, je trouve que c'est d'en demander beaucoup. C'est d'en demander beaucoup une relation aussi. Est-ce que la perfection... En fait, dans une relation, nos besoins vont varier, je sais pas, Paul, puis soudainement, après, du coup que les hormones de l'attirance et de la passion sont passées, on se rend compte qu'on ne peut pas synchroniser tout le temps nos besoins, on ne peut pas avoir les mêmes besoins en même temps. Donc au début, c'est facile, tu te dis, t'aimes-tu ça faire du canot? Oui. Aimes-tu ça le plein air? Oui. T'aimes-tu ça sortir en ami? Oui. T'aimes-tu ça manger du spaghetti? Oui, j'aime ça. Donc là, tout est parfait, là. Mais la réalité, c'est qu'il y a une différenciation. Ça prend deux jeux pour faire un nous. Puis je pense que si on n'a pas un jeu fort, quand je dis un jeu qui est fort, c'est on se connaît pas bien, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on veut, donc qu'est-ce qui compte pour nous. Qui on est vraiment, ben ça va être plus difficile d'être en relation avec un nous. Un nous est fort, selon moi, à partir de deux personnes qui ont une identité ou une connaissance de soi qui est forte. Puis souvent, en tout cas, moi j'observe ça, Claude, Paul, tu me diras si pour toi c'est d'autres choses, mais moi je vois que les gens, des fois, ils pensent beaucoup au nous, puis à la fusion, Puis à partir de ça, ben, tu fais pas les choix, tu peux pas, en tout cas, ça biaise ton choix, parce que dans le fond, il faut partir de soi, puis les besoins de l'autre, puis comment on va négocier cet espace-là, comment on va la négocier rationnel, mais comment on va la vivre aussi, c'est un peu Paul ce que tu dis, comment on va la vivre cet espace-là. Mais ça prend deux personnes qui sont prêtes à être dans l'intimité. Hein. Ben moi, je dis qu'il faut d'abord s'appartenir avant de se partager. Ouais. C'est ça l'idée des deux jeux. Parce que le manque relationnel, le manque d'amour, c'est tellement fort qu'il y a des personnes qui vont essayer d'aller chercher à l'extérieur d'eux ce jeu-là, qui ils sont. Et à ce moment-là, c'est un manque, c'est non pas un besoin d'amour. Je dirais que la différence entre un manque et un besoin, c'est que le manque, la source de ma satisfaction est à l'extérieur de moi. Mais si je nourris le manque grossit. Alors que si je suis responsable de ma vie, je m'occupe de mes besoins, je présente à l'autre mes besoins, mais je m'appartiens d'abord. Mais voilà, là, ça fournit des conditions propices à faire un choix beaucoup plus simple. Oui, j'ajouterais aussi, moi, parce que c'est le fun de parler avec un psychologue, on se comprend. Pauvre Dominique. Mais ce que j'ajouterais à ça... Ouais, c'est ça, ça va mieux, là. Moins de pression. Mais quand tu parlais des besoins, on parle des fois des besoins, puis on a tendance à associer de connaître nos besoins ou de répondre à nos besoins comme quelque chose d'individualiste ou d'égoïsme, alors que de connaître bien nos besoins, puis d'être capable de les mettre de l'avant dans une relation pour les partager, puis ça va nous amener à connaître mieux répondre aux besoins de l'autre. Puis il y a une question de... Moi, je pense qu'on est en meilleure relation si on se connaît bien, puis on répond à nos besoins. On est capable de mieux répondre aux besoins des autres. Il n'y a plus de « t'es correct » ou « t'es pas correct » ou de « gentil », pas gentil. On tombe dans une autre dynamique. Donc, dans le choix amoureux, on est beaucoup dans quelque chose d'extérieur. Moi, c'est ce que j'aime de ce que tu dis, Paul. Puis alors que dans le fond, on propose beaucoup, dans le discours qui est présent, c'est beaucoup d'aller vers l'intérieur. Parce que quelqu'un qui n'a pas, on en parlait juste avant que vous arriviez, mais quelqu'un qui n'a pas réglé pourquoi il a quitté ou pourquoi il est plus bien avec cette personne-là, puis qui ne s'aime pas,
c'est difficile de revenir en couple avec une autre personne. Ben, il va amener ses blessures. Mais en même temps, si la blessure est relationnelle, ça serait un peu illusoire de penser que c'est à l'extérieur d'une relation qu'elle va se réparer. Tu sais, c'est à mauvaise presse, les relations de rebound, on pourrait dire. Tu sais, il rebondit de son divorce, mais à quelque part, c'est dans ces relations-là aussi qu'il y a une partie de réparation. Vous savez comment ils traitent les sevrages à l'héroïne? Avec de la méthadone. Mais la méthadone, c'est un produit chimique que les gens vont s'injecter, ou c'est boire, je ne sais plus. Mais bref, ça va compenser les effets de manque. Mais c'est pas bon en soi non plus, la méthadone. Mais ça permet de passer la période de sevrage. Ouais. Mais on pourrait dire que c'est ça aussi. Pour réparer une blessure émotive, pour être disponible à une nouvelle relation, ben c'est peut-être plate, mais ça peut aider d'avoir d'autres expériences intermédiaires. Ouais. Avant La relation transitoire. Bon, c'est juste, faut pas le dire, là, parce que c'est juste plate pour la personne. Mais pourquoi ne pas le dire, Ben, justement? Je sais pas. Moi, s'il y a un gars, je rencontre un gars puis qui me dit, ben, tu sais, moi, je sors d'une relation, puis, ben, tu sais, by the way, toi, c'est en attendant, là, je me sèvre. C'est clair. Non, mais moi, je pense qu'il faudrait le dire, justement. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont rechercher des relations de connexions superficielles, puis il y en a d'autres qui vont chercher des connexions profondes. Il y a des gens qui vont passer leur vie avec des relations superficielles. Ça les satisfait. Ouais. Puis l'intimité, la profonde intimité, c'est extrêmement épeurant. Oui. Ben, c'est un bon point, Paul, parce que moi, je voulais parler de ça aussi, de dire la profonde intimité, puis je disais de connaître son style d'attachement. Parce que si tu as un style d'attachement, ou on va dire, tu as un style d'attachement très, on pourrait parler d'insécurisé, puis tu as quelqu'un qui est évitant dans son style d'attachement, ben, c'est une relation qui va t'amener à souffrir, inévitablement. Parce que toi, tu aimes la proximité, tu as besoin pour être sécurisé de beaucoup de présence. Puis ça, c'est pas une question que c'est mal ou bien que c'est pathologique. C'est une question que c'est comme ça ton mode relationnel dominant présentement. Puis tu vas t'es attiré vers des gens qui sont fuyants. Puis tu veux les convaincre éventuellement d'être avec toi pour prouver que tu as de la valeur ou te prouver à toi-même que tu as réussi à de la valeur. Mais c'est une relation qui va t'amener à souffrir. Parce que quand la personne qui est plus distante, elle va se sentir bien, parce que là, son besoin d'autonomie est comblé, son besoin de liberté est comblé, mais l'autre personne va se sentir délaissée. À l'inverse, quand la personne qui est délaissée ou qui a besoin de proximité est comblée et est bien, bien l'autre commence à se sentir étouffé. Fait que là, on n'est pas capable d'être bien en même temps. Ça ne sera jamais pareil, mais ça prend quand même une certaine... un même mode relationnel. Je ne sais pas, toi, Paul, si tu penses que ça peut jouer? Ou... Ben, on s'en va vers la sécurité, idéalement, dans un couple. Ouais. Mais l'intimité, ça rapproche tout. Le beau, le merveilleux, et les blessures. Donc, si on pense que le couple va être un lieu paradisiaque, puis que la bonne personne, ce sera celle avec laquelle on n'aura jamais de conflit, et tout ça, c'est un peu piégé à la base. Parce que ce qui prédispose les couples heureux, ce qui explique le succès des couples, c'est la capacité à gérer les conflits. C'est pas le fait de ne pas avoir de conflits ou de les résoudre, c'est la gestion. Parce qu'il y a des thèmes irrésolubles dans l'intimité. Ouais. Puis dans le choix amoureux, ben on est capable de voir ça assez rapidement si on se connaît bien, puis si on est attentif à ces éléments-là. Parce que tout de suite, il va y avoir des besoins dans le début d'une relation qui vont être différents. Puis si on les connaît, comme on disait tantôt, on les met de l'avant, ben on va voir comment l'autre personne réagit à comment nous, on fait une demande ou comment nous, on met une limite. Puis si cette personne-là n'est pas capable de l'accepter ou pas capable de bien l'intégrer dans la relation, ben on a quand même des indicateurs. Le choix amoureux, c'est pas quelque chose qui se décide dans une première rencontre sur le coin d'une table en prenant un verre. Là. C'est quelque chose qui se décide pour le reste de la vie. C'est le choix amoureux, il revient tous les jours. Toi, Hugues, est-ce que tu penses que tu vas rester avec ta conjointe toute ta vie? Ben, je le souhaite. Si je suis bien et on est capable, elle est bien, je vois pas pourquoi que ça changerait. Mais si elle devient... moi, si ma conjointe, elle dit « je suis pas bien », puis je veux pas rester, je vais lui dire de partir. Puis si elle pense qu'elle peut être mieux ailleurs, ça va me faire de quoi? Ça va me faire... C'est sûr que ça va je vais certainement avoir une période d'adaptation puis des difficultés en lien avec ça. Mais si je ne peux pas la retenir avec moi,
et par toutes sortes de stratégies qui vont juste contaminer encore plus la relation. Fait que moi, j'ai décidé de devenir un amoureux. Devenir un amoureux, ça veut dire que je préserve ma relation. À chaque jour, j'agis pour préserver ma relation. Je ne dis pas que je le fais parfaitement. Elle serait ici, probablement qu'elle dirait des affaires. Elle dit, ah ouais, tu fais ça, toi. Mais moi, je le considère que je le fais parce qu'à chaque moment, pas à chaque moment, mais souvent, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que notre couple soit une belle expérience? Je me demande pas qu'est-ce que l'autre peut faire pour moi. Je me demande qu'est-ce que l'autre peut faire. Imagine-toi si l'autre le fait aussi. Là, ça devient du donnant-donnant. Je pense que on peut le voir dans une personne rapidement, cet élan-là de générosité, de contribuer au bien-être commun dans une rencontre. Mais c'est très difficile. C'est très difficile de donner de l'attention à l'autre personne si nous-mêmes, on est envahis par nos souffrances. Moi, j'aime bien dire que quand je ne perçois plus les besoins et la souffrance de l'autre, c'est que je suis envahi par la mienne. Ouais. Donc, dès que je peux avoir une partie à l'intérieur de moi qui s'allume pour dire « Hey, l'autre aussi a des besoins », puis lui consacrer une partie de mes ressources, je ne suis pas obligé de faire un cadeau de 500$ à Noël. Je peux écrire un post-it demain midi, puis le mettre dans son agenda, puis voilà. Ouais. La surprise, ça a un immense impact. L'émotion de surprise, ça remet au présent. Oh, voilà. Hein? Puis c'est dans le présent qu'on reprend du pouvoir sur notre vie. Oui. Absolument. Ouais. Si on parle ce que recherche l'homme versus la femme, Hugues, tu as sorti un sondage effectué par la firme Léger Marketing qui a été réalisé auprès de 1502 Canadiens. Ouais. Par exemple, 50% des femmes cherchent la fidélité. Ça, c'est en haut de leur liste, contrairement à 47. C'est quand même pas beaucoup, 54-47. Oui. Mais oui, si vous demandez à un homme que vous rencontrez en début de rencontre, est-ce que tu es fidèle, qu'est-ce qu'il va dire? Il va peut-être mentir. Il va dire oui. Il ne dira pas non. Ça va être... c'est des critères que... Non, mais ce que je veux dire, c'est des critères que... Ouais, voyons, Daniel, c'est quel genre d'expérience? C'est dur à évaluer juste par des questions. C'est un peu ça que je voulais faire ressortir et privilégier l'écoute. Pour les hommes, c'est l'attirance, c'est le sexe. Je veux dire, oui, c'est un choix amoureux que tu vas faire, mais c'est un choix amoureux que ça risque de changer. Mais le moment où les gens vont se filtrer l'un l'autre, c'est pas du tout le même. Moi, j'ai fait des implications bénévoles dans des organismes qui font des écoles de séduction ou une compagnie ici du Québec qui valorise les rencontres interpersonnelles pour les célibataires. Puis, quand je me rends compte avec ces organismes-là, c'est que les femmes ont tendance à filtrer les hommes, on pourrait dire, sur une base de « est-ce que je me vois plus tard avec lui? Est-ce que je me sens bien avec lui? J'y fais-tu confiance? » Puis, ils vont filtrer au niveau du contact physique rapidement. Donc, moi, j'en veux-tu du contact physique ou pas? Ils vont en rejeter beaucoup là-dessus au début. Alors que les hommes, eux, qui souhaitent le contact physique bien souvent, parce que c'est des grands insécures, les hommes, donc ça, ils se rassurent avec le toucher. Mais les hommes, eux, vont pouvoir filtrer les relations avec les femmes un petit peu plus tard au niveau de leur engagement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire « je suis écœurée de rencontrer des gars qui ne veulent pas s'engager. » Mais ils ne peuvent pas le savoir au début. Non. C'est en débutant une relation que là, l'homme va pouvoir savoir est-ce qu'il se sent ces cœurs-là, est-ce qu'il est prêt à s'engager ses ressources, ses efforts, ses actions dans cette relation-là. Oui. Puis ce qui est difficile quand on voit des gens qui ont beaucoup de ruptures, qui ont vécu beaucoup de ruptures, c'est qu'ils commencent cette relation-là sur la méfiance. Qui va s'attacher le premier ou il ne faut pas trop que je m'attache tout de suite. Puis là, tu vois ça. Faut pas, je ne sais pas si tu as écouté L'amour au temps du numérique. On voit ça même sur les jeunes. Là, ils n'ont pas encore d'historique de rupture. Là. Ils ont 20, 17, 18, 20. Puis, ils ont peur. Les gens, c'est maintenant, ils ont comme une crainte de s'attacher. Ils ont peur d'avoir mal. Mais quand tu commences ta relation comme ça, aussitôt qu'il y a une petite... tu n'es pas vraiment engagé, fait que tu crées en fait le doute qui grandit, puis là il s'installe une petite distance, puis là ça confirme ton doute, puis là tu dis je trouve toujours des gens qui sont pas capables de s'engager. Ouais, mais toi, est-ce que tu étais engagé dans cette relation-là, toi? Et cette crainte de s'engager, ça peut venir, j'imagine, soit la perte d'un être cher, un abandon quelconque d'un parent.
lorsque la personne était plus jeune? Est-ce que ça peut aller jusque-là? Ben, c'est une des manières possibles. Mais on regarde sur des modes stéréotypes de fonctionnement, mettons, de la génération qui sont dans la soixantaine, là, où il y avait l'homme qui s'engageait à donner toutes ses ressources au patrimoine familial. Donc lui, là, s'il s'engage pleinement, la première relation venue, puis ça ne marche pas, il vient de perdre la moitié de son salaire pour le reste de son fonctionnement. Fait, il faut qu'il fasse attention. Une forme d'engagement. Ben oui, il s'est engagé aveuglément. Ouais. Moi, je dis aux gens que l'idée on se dit, je serai tout pour toi, tu seras tout pour moi, et nous marcherons ensemble, main dans la main, gouvernant le royaume. Je trouve que c'est un mode de fonctionnement qui est fait pour les enfants. Les enfants ont besoin de comprendre les stéréotypes. Mais rendu à l'âge adulte, il faut savoir nuancer ces propos-là. Ouais. Je ne serai pas tout pour toi, tu ne seras pas tout pour moi, mais on va être ensemble, on va essayer de voir comment on peut le faire ensemble. Oui, on tombe au syndrome de Cendrillon, d'attendre d'être libéré de son malheur, un peu ce que tu parlais. Puis notre éducation joue aussi beaucoup dans l'idée de trouver le prince, de trouver la princesse. Oui, ça va? Tout le monde est correct? Ah, okay. On avait un petit problème de son. Okay. Donc, effectivement, je pense qu'il faut revoir un peu qu'est-ce qui est une relation, pas l'amène quelque chose d'intéressant, ou est-ce que si c'est notre conception de la relation, bien, effectivement, qu'on va vivre beaucoup d'échecs parce que tous les contes en tout cas, les contes de notre jeune enfance, c'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais jusqu'à ce qu'ils aient des enfants. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas vu après les enfants, certains. Ils n'ont pas vu des nuits de 3 heures. Cendrillon avait l'air à quoi après la nuit de 3 heures? Exact. Puis le prince, lui, quand il fallait qu'il change les couches, il fallait qu'il laisse son épée de côté. Toute une histoire, ça, là. Fait que la vraie histoire de la vie, c'est pas l'histoire qu'on nous a racontée. Puis ça a façonné quand même toute notre conception subjective de qu'est-ce qu'une relation. Fait que ça détermine nos attentes, puis ça vient jouer dans nos émotions. Puis, mais même s'il nous l'avait bien expliqué, quand on est jeune, on n'est pas prêt à le comprendre. Oui, tu as raison. C'est vrai. Absolument. T'as raison. Nos parents n'ont jamais raison, naturellement, même s'ils veulent nous conseiller après une grosse peine d'amour. Oui. Puis il y a tout aussi l'idée de la relation où il n'y a pas de conflit. Moi, où quelqu'un commence à avoir... Au début d'une relation, il y a beaucoup d'ajustements. Il y a beaucoup d'ajustements. Avec une relation où il n'y a pas d'ajustement, que tout est beau et on n'a rien à négocier, bien encore là, ça peut jouer aussi. Là. Donc, sur quoi on se base pour faire notre choix amoureux? C'est comme je disais tantôt, c'est un sujet qui est quand même assez large. Là. On a beaucoup de choses là-dedans. Hugues, j'aimerais ça qu'on discute des 5 critères de sélection du parfait conjoint. Ah, ben j'en ai mis 5, mais... On aurait pu en mettre plus. Peut-être que Paul va certainement en rajouter. Là. C'est certain que moi, en numéro 1, j'avais marqué des valeurs communes. Bon, pourquoi des valeurs communes? Moi, en tout cas, Paul, je ne sais pas pour toi, mais je trouve qu'en thérapie, quand on travaille avec des gens qui viennent nous voir, des couples qui viennent nous voir et qui ont des valeurs communes, c'est plus facile de les ramener dans le même sens, dans ce qu'ils veulent accomplir, dans ce qu'ils veulent transmettre à leurs enfants, ou qu'importe. Donc, c'est plus facile, puis je trouve que les valeurs communes nous amènent aussi à pouvoir répondre justement mutuellement. Peux-tu nous lire les 5, puis on pourrait... Oui, valeurs, on va lire les 5. Après ça, le besoin de présence, on en a parlé un peu, ce qu'est mon besoin de présence ou ma distance. Les intérêts communs. Les traits de personnalité, puis puis mon 5e, on n'en est pas, là, ça ne sera pas très long, je ne le connais pas par cœur, c'est l'attirance physique. Donc, moi, c'est ceux que je mettais de l'avant. Toi, je ne voulais pas répéter, c'est pour ça que oui. Mais oui, les points communs, c'est extrêmement important parce que lorsque c'est basé que sur l'attirance physique, c'est que ça ou que sur la passion, bien, les études démontrent que les couples mariés depuis 1990 là, au Québec, là, ça dure 4 ans et demi. Donc, il y a quelques années, c'était 7 ans, la durée moyenne là, des couples, là, puis avant le divorce, là, mais maintenant, c'est rendu 4 ans et demi. Donc, et qu'est-ce qui, selon vous, Paul, qu'est-ce qui fait qu'on t'offre en bon français là, que 4 ans et demi? Selon moi, c'est que la relation au début était démarrée sur pas des bons critères comme le suggère mon collègue, là, et c'est que ça devait être seulement la passion qui était le thrill, parce qu'il y a une grosse connexion sexuelle, parce qu'il y a un gros désir qui est fort, que l'autre est mystérieux, je veux y manger à la face, ben c'est sûr que là, maintenant, ça va s'éteindre. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, souvent, je parle pour la femme, là,
Mais souvent, la femme, si l'homme la rencontre, par exemple, dans un bar, Ouais. souvent c'est là où on va rencontrer la personne. Bon, là, elle est super jolie, super crêpée, maquillée, tout le kit, elle n'est pas fatiguée, elle est sur le party. Mais dans le quotidien, quand Ouais. les enfants arrivent, par exemple, ben on n'est pas des superwomen, là. Ouais. Tu sais, quand on a presque pas dormi la nuit, qu'on a allaité, tu sais, la femme ne peut pas être toujours comme Attirante. la personne. Qui, oui, attirante. Tu sais, Mm. des fois, là, ben, je m'excuse, mais Mm. ça ne nous tente pas tout le temps de se crêper Ouais. le chignon puis se maquiller. Puis... Ben, c'est... Est-ce que l'homme, lui, il a besoin de voir toujours sa conjointe vraiment là, top-notch, là, comme Cendrillon, là? Ben, moi, je pense pas. Je suis pas capable de dire qu'il y a un... Non. Non, c'est très charmant, habillé en mou. Ouais. Oui, puis c'est pas une question d'homme-femme non plus, là. Je pense que ça, c'est selon des critères. Mais les valeurs, si on vient aux valeurs, on parle d'attirance, puis je disais que les valeurs, c'est important, mais comment savoir si c'est quoi les valeurs de la personne? C'est un peu la question pour répondre aux auditeurs à ce niveau-là. Parce que je disais que dans une télé-réalité, tu écoutes les télé-réalités, Occupation Double ou qu'importe, à l'époque, ben, il y a des belles valeurs. Ben, tu ne peux pas dire qu'il y a des belles valeurs, tu ne l'as pas vu agir. Tu Ben, l'as des pas valeurs vu, théoriques. des valeurs Et théoriques. non pas des valeurs en Ouais, pratique. c'est vrai, De exactement. cet écart-là, des valeurs en théorie et pratique, émerge la souffrance, bien souvent. Ouais. Puis d'essayer de les remettre ensemble, ça fait soit un choc de réalité, ou soit tout d'un coup la personne ne m'intéresse plus. Là. Absolument. Ouais. Donc, pour connaître les valeurs de la personne, c'est important de se donner du temps, puis de regarder beaucoup plus l'action que le discours. Parce qu'il y a toujours un écart entre ce que tu penses que tu fais, puis ce que tu es réellement. Fait que ça aussi, il faut regarder la personne dans son environnement, dans son discours, dans ses interactions avec les autres, dans sa forme de pensée. Si elle vous parle d'un sujet, puis il y a beaucoup de critiques, beaucoup de mépris, ben attendez-vous qu'il va y avoir beaucoup de mépris par la suite dans la relation. C'est comme ça. Bon, après ça, le critère numéro 2, on parlait du besoin de présence. Je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin d'en rajouter là-dessus. Le troisième, c'était les intérêts communs. Paul, toi, tu penses quoi des intérêts communs? On voit beaucoup ça, là. Ben, c'est bien d'avoir des intérêts communs pour pouvoir discuter, mais pas exactement les mêmes. Parce que dans ce qui prédispose au désir, ben, les études démontrent que oui, il faut avoir la capacité de connexion réelle. L'autre est là, est accessible, mais il faut aussi que l'autre m'échappe. Donc, qu'il soit mystérieux. Et puis, ben parce que s'il m'échappe, je vais avoir un intérêt vers lui, puis là, tout d'un coup, je suis curieux, là, j'ai le goût de me rapprocher, mais si je l'acquis, puis l'autre est là, je le prends pour acquis, dans la routine familiale, je sais que je peux toujours compter sur lui. C'est fonctionnel, c'est pratique. Ouais. On a plein d'intérêts communs, sauf que ça tue le désir, ça tue le mystère. Ouais. Donc, des intérêts similaires, mais pas exactement les mêmes. Ouais, D'abord, pour sentir qu'on peut le perdre. Ben, souvent, on peut nourrir notre relation en pensant, si on pense que l'autre n'est pas acquis et qu'on en est certain, d'après moi, c'est une façon de nourrir notre couple parce que... Oui, mais on le nourrit par l'insécurité. Est-ce que c'est une bonne chose? Paul, ce qu'il amène, c'est de le nourrir par l'intérêt, par la curiosité, par la découverte. Ce que l'autre t'amène, c'est une découverte. Il t'amène quelque chose de nouveau que toute seule, tu ne pourrais pas acquérir. C'est quelque chose d'intéressant. Si, par contre, ce que Paul dit, c'est que s'il y a une trop grande distance, ben là, nécessairement, là, on va se perdre. Mais il y a quelque chose là-dedans que moi, je trouve intéressant que je n'avais pas vu. C'est vraiment de s'apporter mutuellement ou de se nourrir dans nos besoins, que ce soit intellectuels, affectifs. Moi, j'aime mieux parler d'équivalence et non pas d'égalité. C'est un bon point. Parce que quand c'est équivalent, on va se rejoindre. Mais quand c'est égal, on se rend plus proche des mathématiques que de l'amour. Ouais. Mais c'est égal, hein? C'est égal. C'est égal, mais c'est mathématique. Ouais. C'est ça. Puis en même temps, il faut comprendre que ça va varier. C'est pas comme on parlait des critères, presque c'est utopique de mettre des critères comme ça. C'est pour des biais des faits de discussion puis d'échange, parce que ça va varier au courant de notre vie, ça va varier. Nos critères vont varier. C'est pas les mêmes au début de relation qu'en fin de relation. Les besoins aussi vont varier au fil de la relation. Donc, ça, je pense que, bref. Puis bien souvent, les critères qu'on fixe pour se rencontrer, c'est des critères qu'on essaie d'être confortable
c'est pour nous, dans notre tête, on arrange ça beau. Là. C'est comme, là, ça va être correct si j'ai ça. Mais c'est souvent des critères artificiels parce que la vraie raison qui va faire qu'on va connecter avec quelqu'un, c'est si je me sens bien avec l'autre. Absolument. Puis ça, est-ce qu'on peut voir ça, on peut constater cet état-là dès les premières minutes qu'on rencontre quelqu'un? Oui. Puis moi, c'est ce que je suggère quand j'aide des personnes pour les écoles de séduction, tout ça, c'est ce que je dis aux gens, d'aller tester s'ils ont une connexion avec la personne. Et comment on peut faire ça? Avez-vous un truc? Bien, simplement d'être à l'écoute à la fois de soi-même, de ne pas être affamé de l'autre, dire parce que c'est une belle personne, je la veux, je la veux, je la veux. Là, je suis affamé, je me donne plus d'attention à moi-même. Oui, je mange à la face. Oui, mais le gros désir passionnel, moi, je trouve que c'est dangereux si ça marche, des relations comme ça. C'est vrai, parce que quand moi, je dis souvent aux personnes, arrêtez de vouloir être choisi. Quand tu es dans... Tu sais, choisis-moi. À partir de là, tu te coupes de ton expérience. Exact. Est-ce que moi, j'ai le goût de te choisir? Là, tu te donnes du pouvoir sur ton choix amoureux. Eh oui. C'est intéressant. Et si je suis affamé à l'intérieur de moi, je ne m'occupe plus de moi. Fait que j'offre à l'autre la responsabilité de me rendre heureux. Puis là, c'est la codépendance qui commence. Ouais. Puis là, si l'autre vit le même état, là, qui est très insécure, puis qui a dit « Tiens, voici mon intimité, toi, prends-en soin. » Bien d'accord, mais là, ça fait une relation où c'est comme si deux serpents s'entrecroquaient la queue, et qui disaient « Ah, c'est correct, ça me dérange pas trop. Ouch, mais moi, je vais faire la même chose de mon bord. » Puis jusqu'au jour où ils se croquent le cœur, les deux, puis qu'ils meurent. Ouais. Là, il y a 2 demi-serpents morts. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient heureux. Non, mais c'est parce qu'ils mettent responsable du bonheur, mais t'es responsable du malheur aussi. Exact. C'est ça le double tranchant. Donc, après, on parlait des traits de personnalité aussi. En fait, on voit souvent des couples qui finissent par se tomber sur les nerfs. Quelqu'un en tout cas, moi je disais que les gens, des fois, se séparent pour les mêmes raisons, qui se sont unifiés. C'est-à-dire que si tu prends quelqu'un qui est très organisé puis qui est très planifié, donc prendre une femme pour être dans le stéréotype qui a beaucoup de drive puis qui est planifié, ordonné, un peu en anxiété. Puis là, elle trouve un gars qui, lui, Roger Bontemps, puis qui est calme, puis que, wow, il est donc bien, c'est donc bien agréable d'être avec lui. Soudainement, c'est agréable. Fait que oui, c'est agréable au début, puis je peux me reposer sur lui parce que lui, il n'est pas nerveux, lui, il prend ça au jour le jour. Puis, ben moi, quand je suis avec lui, ben je peux, ce trait-là de personnalité que j'ai, ben je peux m'en détacher un peu. Je peux m'approcher de quelque chose que j'aimerais avoir. Fait que lui, il a ça. Fait que c'est intéressant. Puis lui, il dit, hey, elle a de la drive, la fille, j'aime ça, elle sait ce qu'elle s'en va, c'est super. Mais après un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il n'y a plus de. C'est plus il n'y a pas plus de flamme. C'est que là, c'est plus un Roger Bontemps, c'est un nonchalant. Puis c'est plus quelqu'un qui a de la drive, c'est une contrôlante. Fait que là, le même trait, vu qu'il est très, très distant, ben là, on n'est plus capable de composer avec. En même temps, ça nous attire, mais en même temps, à long terme, ça peut nous éloigner. Donc, est-ce qu'il y a un conjoint parfait? Non. À part Paul, je ne sais pas. Ma conjointe ne dirait pas ça. Mais en fait, elle pourrait dire que je suis parfait dans ma manière de respecter qui elle est. Ouais. Parce que moi, je ne vais pas la posséder. C'est pas à moi. Je suis avec elle, mais c'est pas ma conjointe. C'est la personne avec qui je suis en couple. Et rien que le fait de concevoir les choses en termes de possessivité, ma femme, puis mon mari, ou c'est quand je veux posséder l'autre, mais j'ai des extrêmes, des très grandes attentes à ce qu'il satisfasse mes besoins, à ce que j'ai préparé. Et s'il dévie d'un poil ou qui n'est pas disponible, je vais y en vouloir. Moi, je dis que les autres ne sont pas là pour nous satisfaire. Les autres sont là pour nous réveiller les choses qu'on a à travailler en nous. Parce que si je prends l'autre comme une occasion de me satisfaire, ça devient un peu mon serviteur. Ouais. Puis en échange, je vais être son serviteur aussi, moi. Et là, la piste de la codépendance encore. Oui. Très bien dit. Très bien dit, Paul. J'aime beaucoup ce point-là. Hugues, dans le fond, tu nous parlais aussi des différents traits. Les différents traits, de personnalité, l'ouverture à l'expérience, la conscience professionnelle. Oui, ben c'est tous les traits. J'en ai pris un pour illustrer, mais il y en a plein d'autres. On pourrait en parler pendant une journée. De toute façon, les gens peuvent aller sur le blog de la Clinique psychologique de Québec pour avoir tout le contenu. En conclusion, est-ce que vous auriez des trucs pour nos auditeurs
Ben, Comment faire le bon choix amoureux? ben, je pense qu'on en a nommé plusieurs, là. La connaissance de soi, la connexion à soi, Paul a parlé de l'expérience de la rencontre. Je pense que tout ce qu'on a dit, il y en aurait d'autres, mais je veux dire, je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Moi, le conseil numéro un, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Puis de prendre le temps d'être seul, des fois, ça fait du bien. Puis les psychothérapies, c'est pas juste pour les problèmes puis les souffrances, c'est aussi pour apprendre à se connaître. Des fois, c'est une occasion pour ça. Donc, moi, c'est le conseil numéro un que je peux donner. Paul, de ton côté? Moi, je suggérerais aux gens d'apprendre à s'ennuyer. Parce que dans l'ennui, on va découvrir nos vrais besoins. Mais maintenant, dans notre société, on ne s'ennuie plus jamais avec Facebook qui est toujours là, prêt à nous stimuler, avec le fil d'actualité, avec la télé, avec Netflix, avec les... Mais c'est dans ces moments-là de calme et de plus de stimulation extérieure que je peux être en contact avec la stimulation intérieure. Mon monde intérieur, me connaître. Oui, bon point, Paul. Très bon point. Merci beaucoup, Paul. Ça a été un plaisir. Vous pouvez rester avec nous. La semaine prochaine, oui. Hugues sera en vacances, mais j'aurai Véronique Larivière, sexologue à la Clinique de psychologie de Québec, qui sera avec moi. Et le sujet, survivre à l'infidélité. Est-ce que vous, Paul, je profite de votre présence, est-ce que vous croyez qu'on peut survivre à l'infidélité? Un couple peut survivre à l'infidélité? L'infidélité sauve autant de couples qu'il en tue. Oh, ah ouais, tu vas me dire ça? C'est intéressant. Parce que c'est une crise, l'infidélité. Oui. Puis la crise facilite le changement. Moi, dans mon bureau, je vois des gens qui ont été infidèles et qui, tout d'un coup, grâce à l'infidélité, vont oser aborder. Ben moi, je me sentais pas bien, ça fait des années. OK. Pour si on peut, si les conjoints sont suffisamment matures pour faire preuve de discernement, dire si l'autre est infidèle ou va voir sexuellement ailleurs, c'est pas contre toi. C'est parce que lui, il y a quelque chose qu'il veut vivre en dedans de lui. C'est intéressant. Ouais. Ou est-ce que c'est une infidélité répétée ou une infidélité soudaine? Là, il y aurait toute la question que tu pourrais aborder avec la chronicité de l'infidélité, c'est ça. C'est pas la même chose que quelque chose qui s'impose. Mais oui, je pense que ça en sauve autant que ça en tue. Ouais. Merci beaucoup, Hugues. Merci beaucoup, Paul. Merci, Ça a été Paul. un plaisir d'échanger avec vous ce midi. Merci à vous d'être là chaque midi pour notre rendez-vous avec le psy. Je vous rappelle que vous pouvez voir toutes nos émissions sur dbl.tv dans le cadre de l'émission À l'agenda Dominique. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse fin de semaine. Profitez-en bien. Je vous souhaite une excellente semaine. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Paul. C'était super.